Olivier Biret, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes économiste, actuaire de profession, vous intervenez régulièrement sur BFM TV. Vous faites partie du groupe des Éconoclastes avec Olivier Delamarche, Philippe Béchade notamment. Vous tenez le blog les-crises.fr, pardon. Vous faites partie de l'association Diacrisis, qui a pour but la recherche de l'information et de l'éducation au public à propos des crises. Alors merci d'avoir accepté l'interview de l'agence Info Libre. On va commencer tout de suite par la première question. Est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement le métier d'actuaire et est-ce que vous avez encore du temps à y consacrer ? Le métier d'actuaire est un métier de gestion du risque dans le secteur assurantiel et financier. C'est, on va dire, l'équivalent de l'ingénieur dans les compagnies d'assurance. Le but étant pour faire simple, de tarifer, de faire les comptes des entreprises pour éviter qu'elles fassent faillite. Est-ce que vous avez encore du temps à y consacrer par rapport à toutes vos activités ? On essaye, les activités, c'est soir et week-end. Oui. D'accord. Heureusement. Alors, comme on a dit dans l'introduction, vous faites partie du groupe Les Éconoclastes. Quel est le but de ce groupe ? Quelle relation vous avez avec le groupe et quels moyens vous disposez ? De bonnes relations, puisqu'évidemment dans ce groupe qui est assez nombreux, avec Olivier Delamarche, Philippe Béchade, Jacques Sapir, Nicolas Meillan, etc. On a essayé de rassembler des gens qui pensaient différemment. Delamarche ayant tendance à dire qu'ils pensaient, ce qui est quand même peut-être un petit peu présomptueux. Mais en tout cas, voilà, des gens qui ne sont pas prisonniers d'un courant mainstream, qui ne pensent pas forcément la même chose. En tout cas, voilà, qui cherchent la vérité, qui ont envie de faire partager ça et donc d'avoir une plateforme au moins en commun pour pouvoir diffuser nos visions et organiser des conférences régulièrement. Je me permets, moi, de vous poser une autre question. Quel cheminement vous a amené à porter ce regard critique à travers, puisque votre profession au départ n'est pas forcément une critique de l'économie, mais vous êtes basé de plus en plus vers une critique du système financier. Par quel cheminement, en partant de votre métier, vous en êtes arrivé à préparer justement la question SOS crise ? Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, est-ce que c'est la possibilité d'une autre crise importante que vous voudriez penser éviter, ou c'est quelque chose de plus personnel vis-à-vis des gens avec qui vous travaillez ? Oui, question large. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à la crise vraiment en 2008, au moment où tout s'écroulait. Il y a quand même un lien assez fort entre ma formation et l'observation de la crise. Mon métier, je dis, est un métier du temps très long. Ça consiste par exemple à faire des tables de mortalité, ça consiste à gérer les retraites des personnes qui décident de placer leur argent. Alors chez nous, on a des systèmes en répartition, mais enfin, dans le monde anglo-saxon, les systèmes étant en capitalisation, il y a beaucoup plus d'actuaires et la profession est beaucoup plus connue. C'est vraiment la personne qui est là pour garantir qu'il y aura quand même une retraite dans 40 ans pour vous. Donc c'est un métier du temps long. Or aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la crise est la conséquence d'une gestion à très court terme. C'est un court-termisme qui détruit notre système économique, d'ailleurs pas que ça. Et donc qui forcément a une vision contraire à celle de ma profession, à celle de ma façon de voir les choses. Donc évidemment c'est pour ça que on développera, j'imagine, que je me suis intéressé de plus en plus près à la crise. Et de facto, est-ce que justement avant cette crise de 2008, puisque vous prépariez justement l'avenir, on va dire, des retraités, vous pressentiez cette crise et ses conséquences ? Non, parce que très concrètement, je n'étais pas sur des visions macroéconomiques, je m'occupais d'autre chose. Je ne creusais pas ces sujets-là, contrairement à d'autres qui sont plus anciens dans l'analyse de cette crise. Non, moi j'ai découvert, pour anecdote, j'étais en septembre 2008 aux États-Unis en voyage, tout à fait non professionnel. Et là j'ai été frappé de voir en effet un développement très fort de la crise à San Francisco à ce moment-là, évidemment avec une différence colossale par rapport à Paris où tout paraissait normal. Donc ça c'est frappant quand on se retrouve dans ce milieu-là, on se dit tiens, qu'est-ce qui se passe ? Donc quand on rentre, on commence à regarder, on se rend compte qu'on vit quand même des périodes assez historiques. Et puis donc voilà, on creuse petit à petit, c'est ce que j'ai fait en 2009, 2010, avant d'ouvrir mon blog en 2011.
puisque ce que je souhaitais faire était avoir une espèce de baromètre de la crise, et donc de publier de nombreux graphiques pour suivre l'évolution de cette crise que je pressentais très très longue. Et justement, ces crises, quand on les regarde de façon cyclique, on remarque qu'elles deviennent cataclysmiques à peu près tous les 7 ans. Depuis 1987, depuis le crack de 87, on a remarqué que tous les 7 ans, il y a un paroxysme. 2008-2015, ça fait 7 ans. Maintenant que vous êtes plus auprès de l'étude de cette crise, comment vous la verriez arriver, pour quelles causes, quelles conséquences, notamment justement sur les retraites d'ailleurs, puisque c'est votre corps de métier. Je ne suis pas un grand fanatique des cycles. Bon, il y a régulièrement des crises, et souvent pour les mêmes causes, qui sont assez souvent la stupide répétition des causes qui ont conduit à la crise précédente. D'ailleurs, il y a un livre très drôle de Rogoff et Reinhardt qui sont d'anciens chercheurs au FMI, en tout cas pour le premier, et qui s'appelle « Cette fois, c'est différent », qui analyse 8 siècles de folie financière, et c'est très rigolo, puisque évidemment, à chaque fois, vous voyez que les gens ils refont la même connerie en disant « Mais non, mais cette fois, on va t'expliquer, c'est pas pareil ». Et évidemment, ça finit exactement de la même façon à chaque fois. En particulier, par exemple, les bulles du crédit, comme on a très bien vu en 2008, à l'identique de 1929. Voilà, donc pour l'aspect cyclique, donc on a traversé, enfin plus qu'une crise, 2008, c'est une vraie cassure, comme il n'y en a eu que 2 au siècle précédent, en 1930, et il y a une échelle moindre en 1973, mais c'est très rigolo, vous regardez en tout cas ces années 71-73, vous voyez des cassures sur plein de sujets, et vous voyez que 2008 en est une autre. Que ce qui est bien triste, c'est qu'après cette crise assez historique, pratiquement aucune mesure sérieuse n'a été prise pour que ça ne se renouvelle pas. Donc évidemment, on va avoir une répétition, à mon sens, en pire que 2008, puisque cette fois, il n'y a plus les États, il n'y a plus les banques centrales qui ont, à mon avis, les moyens d'arrêter si vraiment ça se déroule mal. Donc oui, c'est sûr que quand vous ne traitez pas... Si vous avez un cancer et que vous ne soignez pas, ça ne va pas s'améliorer spontanément. En fait. Les métastases restent en place. D'ailleurs, justement, la crise de 87, c'était une crise des taux. La crise qu'on avait eue de 92 à 94, c'était également la crise des taux. 2008, c'est une crise complètement particulière. On pourrait même se demander à quel point elle n'était pas prévisible, puisqu'on avait vu, après donc le krach des technologiques, et les attentats du World Trade Center, on avait vu donc Alan Greenspan qui baissait 11 fois les taux d'intérêt américains et qui derrière les a remontés 11 fois. Quand on connaît la nature des crédits par les Américains, comment n'a-t-on pu pas voir venir tous les gens qui sont dans ce corps de métier? Comment est-ce possible qu'ils n'ont pas compris que ça allait craquer? C'était encore une crise quelque part des taux d'intérêt, on va dire. Les banques centrales n'ont pas d'utilité phénoménale dans ce genre de situation. Quand vous regardez, on essaie de nous vendre un joli narratif qui consiste à dire les banques centrales, heureusement, elles baissent les taux, ça va relancer l'économie. L'économie, elle finit toujours par se relancer à un moment ou à un autre. Au bout d'un moment, une crise, on finit par atteindre un palier et puis ça finit tout de même par remonter. Ça, c'est assez régulier. Mais alors, s'imaginer parce que vous avez baissé les taux, ça va mieux. Non, ça ne va pas mieux. Aujourd'hui, il n'y a pas de perspective. Vous pouvez beau voir des taux zéro qui se dit chouette, les taux sont à zéro. Si je crée ma boîte en ce moment, c'est bon, pas de perspective, je ne sais pas qui je vais vendre, mais c'est pas grave, parce que je le sens bien les taux. Non, vous investissez si vous avez des perspectives, et si les taux sont à 8%, vous ferez un retour sur investissement à 8%. Donc ça ne marche pas, mais un grand économiste du siècle dernier aussi, Galbraith, fait un joli petit livre et puis, sur les espèces de mensonges de l'économie. Effectivement, il dit que les banques centrales, quand on regarde tout au long du XXe siècle, c'est au mieux ça ne sert à rien, au pire ça fait des conneries. Et c'est exactement ce qu'a fait Greenspan dans les années 2000. Il a voulu baisser les taux beaucoup trop bas. Donc évidemment, quand les taux sont bas, ça incite les gens à investir un peu tout et n'importe comment. Et donc vous avez les subprimes après, évidemment dans un contexte en plus de dérégulation. Dans un contexte, on va dire, où la structure des crédits américains ne sont pas comme en France. Donc, en France, on a des taux garantis, pas aux États-Unis. Et actuellement, quand on voit ce qui se passe au niveau justement des États et de la France, où la France emprunte sur le 1 an, le 2 ans, le 3 ans à des taux négatifs, est-ce qu'au sein des éconoclastes, vous avez un petit peu analysé la conséquence que serait une remontée des taux, par exemple, pour un pays comme la France ? De toute façon, la situation actuelle qui réjouit tout le monde est une situation où la drogue est gratuite. Donc effectivement, c'est cool.
C'est drôlement cool. Et c'est même une stratégie de base du dealer, normalement, c'est de donner la drogue au début. Évidemment, pour le moment venu, et quand on aura le junkie qui sera bien accro pour la remonter, et pour revenir au vrai prix, et en l'espèce revenir au vrai taux. Donc aujourd'hui, ben voilà, on a une dette qui continue à croître de plus en plus, qui lorne les 2000 milliards. Voilà, évidemment, les taux sont faibles, donc finalement, on paye moins cher maintenant. Je ne sais plus que dans les années 80, j'ai vu ça. En tout cas, depuis 93, vous avez un palier sur le coût de la dette. Mais évidemment, le stock n'a cessé d'augmenter. Donc si les taux remontent à leur niveau des années 90, évidemment, c'est game over très très rapidement. Et au sein des éconoclastes, comme au sein de votre association, est-ce que vous avez fait une estimation, par exemple, de quelles conséquences aurait, par exemple, une remontée de 1% simplement sur le 10 ans français ? Mais de toute façon, ça dépend de quoi vous regardez. Si on regarde que sur le financement des États, derrière, ça coûte de plus en plus. Vous appliquez le 1% quelque part à l'ensemble de la dette au bout de 6-7 ans. Donc vous voyez que c'est un coût qui est colossal quand c'est 2000 milliards. Donc 100 milliards, voilà, vous savez qu'à terme, c'est censé faire 20 milliards. Mais ce genre d'estimation n'a pas grand sens, puisque de toute façon, vous êtes sur un système de dette qui est un système de Ponzi, en fait. Donc tant qu'il y a de la confiance, ça tient. Quand il n'y a plus de confiance, ça ne tient plus. Le besoin de financement de la France à un an est de l'ordre de 450 milliards maintenant. C'est un peu baissé. Autrement dit, il faut trouver 450 milliards à un an. Donc, c'est les marchés financiers qui généralement prêtent pour financer en petite partie le déficit de l'année et surtout pour financer les tombées des prêts précédents. Donc en fait, vous prêtez de l'argent à l'État pour 10 ans, au bout de 10 ans, l'État vous rembourse. Pour vous rembourser, vous êtes obligé d'emprunter, trouver quelqu'un d'autre qui lui prête l'argent pour vous rembourser. Évidemment, s'il ne trouve pas, il ne peut pas vous rembourser parce que les sommes sont colossales. Je répète, à un an, il vous faut 450 milliards, l'impôt sur le revenu, c'est 50. Vous voyez à peu près ce que ça représente. Et la dette est de 2000. Donc c'est un système, vu de loin, c'est délirant. Pour moi, je vois ça, mais après, c'est pas moi qui prête, donc chacun se fait ses idées. Mais comme c'est les mêmes qui ont prêté la Grèce, je me dis, bon, c'est des gens sérieux. Non, mais comme on voit par exemple la France, à un moment donné, qui s'est fait tirer, quand elle a présenté son budget 2015, qui s'est fait tirer les oreilles par l'Europe pour quelques milliards, et qu'il a fallu tirer de tous les bords. On imagine ce que pourrait faire justement cette remontée des taux. Ça serait quelque part un petit peu cataclysmique, je dirais, si on l'analyse au niveau d'une prochaine crise, quoi. Mais c'est comme tout Ponzi, ou le Ponzi il marche ou il ne marche plus en fait. Oui. C'est binaire, ça ne marche pas mal en fait, en général, ça ne marche plus. Donc soit vous trouvez l'argent pour payer, soit vous ne trouvez plus l'argent pour payer, et puis game over en fait, puisqu'évidemment tout s'écroule à ce moment-là. Et donc vous êtes obligé de faire défaut. Une des caractéristiques de ce qu'on vit aussi, et ce qui est assez amusant, je parlais tout à l'heure du raccourcissement du temps, enfin du court-termisme dans la gestion, mais enfin vous avez aussi un court-termisme dans le passé qui est très très amusant, où les gens, sur tout ce qui s'est passé avant Milton Friedman, ça n'existe pas trop, quoi. C'est assez drôle. Pourtant, vous ouvrez n'importe quel livre d'histoire économique, vous voyez que les États en fait remboursent jamais leur dette. Vous êtes dans des mécanismes de montée permanente de la dette, jusqu'à ce que des chocs en fait brisent tout à fait ce mouvement-là. En général, c'était de l'hyperinflation. Voilà, les États vous remboursez en monnaie de singe, et puis quand vraiment ça se passe très mal, ce qui est le scénario qui est plutôt devant nous, ils ne vous remboursent pas, quoi. Ils vous disent juste désolé, je vous rembourse qu'un tiers. Vous avez le choix entre un tiers et rien, en fait, réfléchissez, vous revenez me voir. On a progressé, parce qu'au temps de Philippe le Bel, en fait, on brûlait le créancier, ce qui était peut-être un côté un peu plus rapide, mais un peu plus barbare. Mais ça, c'est systématique. Si vous regardez la dette française, en tout cas, vous avez une ruine des prêteurs à la fin des années 40, vous avez une autre à la fin des années 1910 après la guerre, vous en avez autour de 1870, vous avez autour de 1815 avec Napoléon. Ça, c'est plutôt de l'inflation. Et puis, 1797, vous en avez avec un vrai défaut des 2/3 du directoire. Et justement... Si vous regardez, vous aimez les cycles, c'est tous les 40 à 50 ans qu'il y a un défaut. En fait, là, on a largement dépassé la date limite. Mais par contre, justement, pour parler de ces gens qui nous prêtaient de l'argent, en fait, le plus gros prêteur pour la France, c'était quand même la Suisse jusqu'au 15 janvier. C'est la Suisse, pour maintenir sa parité sur le franc suisse par rapport à l'euro, en fait, rachetait des emprunts d'État français et allemands. C'était un des gros acheteurs sur le marché. Le phénomène qu'on l'ait perdu, quand même, peut-être aussi, selon vous, je ne sais pas, selon les éconoclastes, comment vous, les éconoclastes, vous voyez la répercussion d'un gros prêteur qu'on perd?
Moi, je ne suis pas les éconoclastes. Hein. Oui, je parle à mon nom. Dans votre groupe et entre votre on a des nom, visions qui vous ne en sont avez pas parlé parce que vous-même... Oui, on en débat, bien sûr. On en débat. Moi, je vous donne ma vision. Le sujet, oui, c'est un gros prêteur. Enfin, vous êtes face à une économie financière qui a une taille aussi délirante. Aujourd'hui, on revient à la même chose. Le problème n'est pas vraiment une capacité de liquidité. De toute façon, il y en a beaucoup trop de liquidités. Donc ça, c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est est-ce qu'il y a confiance ou pas confiance. Donc pour le moment, il y a toujours de la confiance, avec une confiance délirante puisque vous êtes à taux négatif, légèrement négatif sur les dettes publiques. Et j'ai même vu sur quelques entreprises aussi, vous êtes à taux légèrement négatif, ce qui, quand on y réfléchit, est quand même du délire, puisqu'autrement dit, vous acceptez de perdre de l'argent pour prêter à quelqu'un, plutôt que de le garder sur votre compte en banque, ce qui vous montre que forcément, vous n'avez pas confiance dans votre banque. Sinon, vous ne le feriez pas de cette façon-là. Ou plus généralement, dans le système, vous craignez aussi peut-être des espèces de ponctions publiques en vous disant moi je l'ai prêté à l'Allemagne ou je l'ai prêté à Nestlé, donc ils me rendront l'argent. Pour le moment, on ne peut pas dire tiens, c'est moins 10% sur ma créance. Voilà, tout ça, ce sont des signes. Des taux nuls comme actuellement en général sont extrêmement dangereux. Alors, on a parlé des États, mais le gros problème, c'est aussi surtout les acheteurs, en particulier les banques, les institutions financières qui ont des obligs à zéro dans leur compte, dans leur bilan. Donc évidemment, si les taux remontent à 4%, vous êtes obligé de les dégrader. Ça vaut encore quelque chose, mais ça vaut beaucoup moins. Vous avez des pertes colossales uniquement parce que les taux remontent dans vos règles comptables. Donc tout ça, ce sont des zones de grand danger. La dernière fois qu'il y a eu des taux très faibles, ça donnait les subprimes, vous avez vu. Là, on a fait des taux nuls, ce qui est nouveau. Ça n'existait pas dans l'histoire, vous n'avez jamais regardé. Taux zéro, je n'ai jamais vu ça. Et taux zéro, ça n'a pas fait 1 an, ça n'a pas fait 2 ans, ça n'a pas fait 3 ans. Enfin, taux zéro ou quasiment zéro, ça commence à faire 5, 6, 7 ans. Et vous voyez très bien qu'effectivement, ça vous fait des bulles colossales sur l'immobilier qui ne s'est pas dégonflé, sur la bourse, sur les obligations, parce que ça continue à se financer à tir larigot. Mais d'un point de vue rationnel et de bon père de famille, vous regardez ça, vous dites c'est délirant. Il délire, effectivement, le délire peut durer un certain temps, mais malheureusement, ça finit rarement bien. Ça finira mal. Et on peut dire donc, en fait, quand on observe que les investisseurs se dirigent donc sur des obligations privées à taux négatif, finalement, on peut l'analyser un petit peu contre une perte de confiance, finalement, dans les États, quelque part. S'il y a des investisseurs qui vont sur des entreprises privées empruntées à taux négatif, est-ce que ça ne serait pas les prémices d'une perte de confiance dans les États? Pas forcément. Les États aussi en tout cas les gros sont aussi à taux négatif. Au contraire, c'est plutôt la conséquence. C'est sûr qu'avec des taux qui sont assez négatifs sur les États, c'est assez normal que les bonnes entreprises aient des taux qui soient assez proches de ceux des États. Voilà, mais vous êtes dans de l'irrationalité, donc après je peux difficilement la commenter. Oui, on est dans l'irrationalité. Non, mais comme vous étiez justement sur l'étude des crises, on essaye un petit peu c'est nouveau, vous demander. Et vous voyez comment ce qui va... Non, mais rassurez-vous, je vois surtout qu'on est des cobayes, en fait, avec notre épargne, avec notre avenir, c'est sympa. C'est dangereux des fois, mais on va voir. Oui, non, mais il y a bien, dans cette étude, on dit un élément déclencheur, selon vous. Est-ce que vous voyez un élément qui peut déclencher, justement... une crise une accélération. De toute façon, vous voyez, les problèmes, c'est des dettes publiques qui sont colossales en Ponzi, non remboursables. Évidemment, la Grèce, dont on reparlera, j'imagine, c'est que la cerise sur le gâteau. Le reste n'est pas beaucoup mieux, même si les montants sont plus faibles, en tout cas ramenés au PIB. Donc vous avez un problème sur la dette publique, vous avez un problème sur la finance privée, en particulier les banques et les activités spéculatives des banques. Donc c'est 2 zones de très gros danger, où tout ça, je le répète, ne repose que sur la confiance. Donc vous aurez une crise le jour où il n'y aura plus de confiance. Une des choses qui peut détruire la confiance, c'est une remontée des taux. Ou plus précisément, il est certain qu'une remontée des taux tuera la confiance, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc après, je ne sais pas s'il y aura une autre. Alors maintenant, 2 possibilités. Soit il y a des taux à zéro pour des siècles à même, soit, dans ce cas-là, vous n'aurez plus d'économie aussi. Parce qu'on n'en parle jamais, parce qu'évidemment, le problème des taux zéro, tout le monde vous dit que ça ne coûte pas cher.
de s'endetter, ce qui est vrai, mais du coup vous endettez n'importe comment, ça je vous l'ai dit, mais de l'autre côté aussi, le taux d'intérêt, c'est aussi la rentabilité de l'investissement. Et évidemment, si la rentabilité est nulle, en fait, vous n'avez plus d'investissement à long terme. Si je vous dis prêtez-moi de l'argent pour 10 ans, ça va vous rapporter 0, en fait non, vous ne prêtez pas de l'argent à 10 ans, ou même à 0,5 ou 1%. Vous voyez bien que les taux sont trop bas, donc ça détruit cette chose-là. Donc remonter des taux, voilà, on est certain, si ça arrive en premier, ça déclenchera la crise. Mais évidemment, si une grosse banque américaine fait faillite avant que la remontée des taux, c'est ça qui vous déclenchera le problème. Si demain ils sont assez forts pour déclencher une guerre en Ukraine, ça déclenchera avant qu'il y ait eu... Mais ça s'enchaînera, parce qu'évidemment, la guerre entraînera le problème bancaire qui entraînera les défauts. Donc, voilà, en tout cas, les potentialités d'emmerdement sont assez phénoménales. Donc, il ne faut pas savoir lequel, j'en vois plein, mais il peut y avoir tout et n'importe quoi. Une centrale atomique qui pète encore au Japon, un tremblement de terre. C'est ça qui est fabuleux, en fait. On est vraiment. Ça pète tous les jours encore. Oui, on est vraiment sur une poudrière et sur une poudrière multiple, en fait. Donc, il suffit de regarder. Justement, vous parlez de poudrière, justement, la Grèce, vous avez vu ça, vous avez regardé ça de près. La victoire de Syriza, il y a quelques semaines de ça. Quelle est l'analyse vous faites de la Grèce et à votre avis, à terme, j'allais dire, qui va remporter le bras de fer? Est-ce que c'est Syriza ou c'est la Troïka, à votre avis? Ça dépend ce que vous appelez remporter un bras de fer, en fait. C'est le fond du sujet. Vous avez un État, qui ne peut pas rembourser, qui ne pourra jamais rembourser. C'est même pas la peine d'oublier toute idée de remboursement. Et vous avez un peuple qui a beaucoup souffert, et donc effectivement qui a essayé un peu de se révolter un minimum en disant bon stop, là maintenant on en a assez fait, parce que quand même moins 25% de PIB, autrement dit en moyenne moins 25% de pouvoir d'achat pour tout le monde, donc vous imaginez c'est plutôt moins 40 pour les plus pauvres et puis moins 10, moins 15 pour les plus riches. Donc c'est assez inimaginable, hein. On voit ce que ça déclenche chez nous quand il y a une récession de 1 ou 2%. Voilà, donc après on est dans une situation où... En tout cas, si je reviens rapidement sur l'affaire grecque, ça dépend d'où je pars d'ailleurs. On va repartir un peu plus en amont d'ailleurs, puisqu'on les a fait rentrer dans l'euro. Je ne sais pas si on va dire un mot d'ailleurs de l'euro. Enfin, on va s'axer sur la Grèce. Dans l'ensemble de l'absurdité qui est de faire une monnaie unique, et en plus les mecs ils ont été assez forts pour mettre la Grèce dedans. De toute façon, vous allez voir comment on est costaud. Alors là aussi, depuis 8 siècles, l'expérience montre que ça ne marche jamais une monnaie unique comme ça. Très très rare que ça marche. Déjà, une monnaie unique franco-allemande, c'est à mon sens aussi une hérésie. C'est même pas possible de faire ça. Enfin, en tout cas, à moins d'arriver à terme à fusionner les deux pays, c'est délirant. Enfin, c'est vachement compliqué à deux. C'était déjà un problème du temps de Giscard d'Estaing avec le fameux serpent monétaire qu'on n'arrivait pas à suivre. C'est ce qu'ils essayaient de faire. Mais oui, on n'y arrivait pas. C'est un excellent exemple. Vous prenez, on a créé le franc fort en 1958, enfin 59, vous avez pas loin, la parité est à peu près un nouveau franc égale un mark. Bon, tout le monde se rappelle qu'à la fin des années 80, étrangement, c'est plutôt un mark égale 3 francs. Donc en 25 ans, c'est 25 ans, il se passe quand même, par des différentiels d'inflation, d'économie, quand même on passe de 1 à 3 au niveau de la monnaie. D'un coup vous dites, tiens, je rigidifie tout. Évidemment, il se passe. En fait, ce qui est censé se passer, c'est quand vous faites ça, il faut faire la même chose avec les salaires, en fait, au final. Et ça, évidemment, les salaires n'étant pas hyper flexibles, et les gens, étrangement, n'avaient pas envie de baisser leur salaire, vous avez une espèce de cocotte minute qui est la monnaie unique. Donc, ce qui est rigolo, c'est que voilà, c'est à 2 déjà, c'est infaisable, mais nous, on est costaud, on se dit non, on va le faire à 19, nous, parce que là, vraiment, vous allez voir, et puis on vous met la Grèce, on vous met encore, on n'a pas mis la Roumanie, mais enfin, je pense qu'on n'est pas très loin. Donc c'est assez n'importe quoi sur le principe, sachant qu'une monnaie, c'est comme une paire de chaussures en fait. Hein. On peut dire, nous ici, tous ensemble, tiens, on va faire des économies, on va se prendre la même paire de chaussures, enfin avec la même pointure, vraiment, ça va poser un problème, surtout pour ceux qui ont des grands pieds. Puis, en l'espèce, la Grèce chose grand. Et l'Allemand a des petits pieds, alors évidemment, il est moins gêné d'avoir que tout le monde ait du 41 comme chaussure. La Grèce rentre dans l'euro et l'euro joue comme un euphorisant. Donc là encore, la drogue est gratuite. Et donc en particulier, ça baisse ses taux d'intérêt et donc elle peut s'endetter à des taux qu'elle n'aurait jamais pu si elle était restée toute seule avec la garantie de la Banque centrale de Grèce et de l'État grec. Et donc vous avez une dette, Jeux Olympiques et compagnie qui de Goldman Sachs aussi. Oui, évidemment. Bon, ça après, quand on veut faire n'importe quoi, que les marchés sont prêts à faire n'importe quoi. Parce que la Grèce avait trafiqué son bilan pour pouvoir rentrer dans l'euro avec l'aide de Goldman Sachs et de M. Draghi, justement. Oui, enfin nous aussi on a trafiqué ce qu'il fallait. Tout le monde a trafiqué. Avec Chirac et Schröder pour ne pas respecter le pacte de stabilité dès le début. Voilà, c'est un gros jeu de cocu cette histoire. Bon, voilà, la Grèce a poussé un tout petit peu plus loin
le jeu vu sa situation. De toute façon, il aurait suffi de dire à l'époque, bon, non, vous ne remplissez pas les critères, on n'est pas... Attendez, revenez dans 5 ans et puis vous rentrez dans l'euro, et on s'en foutait. Bon, ça, on a décidé que c'était important de faire par talibanisme, j'ai envie de dire, politique, et il fallait absolument qu'ils rentrent. Pourquoi pas, hein, mais simplement, ce qui est amusant, c'est qu'on est taliban pour faire les choses, mais au moment de payer la facture, alors là, ça ne sert rien en fait. Et donc on n'est pas du tout cohérent. Si c'était important, on peut tout faire. Hein. Si c'est important de faire une monnaie unique, j'ai les moyens de la faire tenir très longtemps, votre monnaie, effectivement. Il faut transférer de l'argent fortement entre l'Allemagne et les autres pays. C'est-à-dire, les Allemands n'ont pas l'air de vouloir. Donc ils veulent la monnaie, mais ils ne veulent pas transférer, ce qui est un non-sens, tout comme... du temps du franc, évidemment, on transférait de l'argent de la région parisienne vers la Creuse, vers la Corse. Bon, c'est la contrepartie à faire un pays avec des différences d'implantation géographique, de population, diverses et variées. C'est comme ça ce qu'on appelle un pays. On voit que ça se faisait en France, on voit que ça ne peut pas se faire en Europe parce qu'il n'y a pas la moindre solidarité. Je ne vois pas comment il y en aurait d'ailleurs, puisque il y a quand même cette folie d'essayer de faire une monnaie unique qui serait vraiment la consécration ultime d'avoir construit quelque chose, un vrai pays qui marche où il n'y a rien. On dit, mais c'est pas grave, on va faire la monnaie, puis pour garder la monnaie, on fera le pays. C'est quand même assez, enfin, quand même rigolo, hein, vu de loin quand même. Vu de près, ça l'est beaucoup moins. Généralement, disons qu'un pays est une monnaie représentative d'un pays, et là, on a fait des pays représentatifs d'une monnaie, si on peut résumer ce qu'ils ont fait. Oui, mais ils ne représentent rien, parce que tous les pays sont différents. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Allemagne, la population baisse, Angleterre, l'Irlande, la population augmente, ils n'en peuvent plus. Évidemment, les Allemands, ils sont vieux, il n'y a personne pour payer leur retraite en répartition, donc ils ont besoin de régimes en capitalisation, donc ils ont besoin d'une inflation très basse. Ce n'est pas que des fantasmes des années 20, ils ont vraiment besoin d'une inflation basse, les Allemands. Alors que l'Italie a besoin d'une inflation un peu haute pour rogner ses dettes. Bon, ce n'est pas les mêmes besoins, pas les mêmes objectifs. Vous voulez mener la même politique là-dessus, donc effectivement, au final, ça fait n'importe quoi chez tout le monde. Évidemment, avec d'autres qui souffrent plus que les autres. Donc, quelque part, inéluctablement, dans le meilleur des cas, une scission entre une Europe du Nord et une Europe du Sud. Dans le meilleur des cas, on peut dire. Inéluctablement. Inéluctablement, la mort de l'euro, et puis on reviendra à des monnaies. Comme font 180 pays sur la planète, on pouvait trouver des choses beaucoup plus intelligentes pour éviter d'avoir des monnaies qui fluctuent trop, ce qui est en effet est ennuyeux. Ce qu'on avait précédemment marchait quand même pas si mal que ça, le système monétaire européen. Effectivement, il a été détruit par la dérégulation et les masses spéculatives, les Soros et compagnie, d'ailleurs, qui en ce moment prennent sans arrêt la plume pour nous raconter ce qu'il faut faire. Les gens qui sont quand même allés abattre les monnaies européennes dans les années 90. Évidemment, au lieu d'arriver à la solution évidente qui était de dire qu'il faut briser les reins de la spéculation, ce qui est quand même pas très compliqué de faire en sorte qu'on ne puisse pas spéculer contre des monnaies. C'est interdit en fait. On est dans des limites assez faibles, mais enfin voilà, vous voulez 1 milliard pour spéculer contre les dollars, non, en fait vous ne l'avez pas, bonne journée, et puis vous repassez. Donc vous tenez votre... Ce qu'on appelle le short nul, le market short. Oui, voilà, vous mettez quelques règles comptables derrière. Enfin, c'est pas si compliqué que ça si on veut, d'essayer de réguler l'échange, mais sachant évidemment qu'il faut régulièrement réajuster les parités, ce qui peut se faire, comme ça se faisait dans le système monétaire. De temps en temps, tous les 2-3 ans, vous rajustez un peu la parité pour tenir compte des écarts d'économie. C'est notre franc, notre marque. Voilà, régulièrement, il faut quand même arriver au bout de 25 ans à un marque égale 3 francs. Alors, au lieu de le faire comme ça, vous le faites par palier tranquillement. Il faut bien que les années 80... C'était finalement un petit peu... au départ, la règle qu'avait mis en place Keynes quand ils ont créé le FMI, où ils créaient une monnaie. C'est ce qu'ils voulaient faire. C'est ce qu'ils voulaient faire. Oui. Enfin, il voulait. En fait, c'était deux visions qui s'opposaient. Hein. C'était le plan White, c'était les États-Unis face à Keynes et son plan de Bancor, dont l'expérience a montré que ça aurait marché. Keynes voulait faire une monnaie mondiale. Mais une monnaie de compte uniquement, évidemment. Ce n'est pas du tout une monnaie qu'on peut utiliser, qu'on a dans la poche comme l'euro. Hein. Ce n'était pas ça du tout. Il faut garder une monnaie de compte, donc qui reste, on va dire, théorique, mais qui permet d'ajuster tranquillement les systèmes monétaires. Mais les États-Unis ont imposé leur vision de vainqueur de la guerre, qui était le dollar, quoi. Et le dollar, ça a marché jusqu'en 71, et puis le système a rompu, parce que vous ne pouvez pas avoir à très long terme un système qui se base sur la monnaie d'un pays. Donc oui, effectivement, la vision de Keynes est tout à fait juste, et on pourrait faire ça pour que ça marche beaucoup mieux. Mais évidemment, on en est très loin, parce que primo, les États-Unis se battront jusqu'au bout pour conserver la prééminence du dollar, jusqu'à ce que ça casse, là encore, d'une façon ou d'une autre. Et l'euro, qui est mal fichu, explosera aussi. Mais c'est très rigolo, si vous regardez l'euro, à peu près tous les économistes un peu sérieux, qui connaissent la monnaie, qui s'occupent de monnaie, vous disent tous c'est une connerie. Et ça, vous avez des gens de gauche assez durs, des Krugman, des Stiglitz, des Amartya Sen, vous disent c'est une connerie, ne le faites pas. Prenez des gens qui étaient un peu entre les deux, comme Maurice Allais, qui se qualifie lui-même de libéral socialiste.
était vraiment pas très chaud, en disant il faut d'abord faire le reste, on fera la monnaie après. Et puis vous prenez Phelps et son mentor Milton Friedman, donc des hyperlibéraux, qui vous disent aussi c'est des conneries. En fait, vous ne trouvez pas. J'ai cherché en plus, quand je dis ça, le mec il exagère. Non, j'ai cherché. Si quelqu'un a un prix Nobel d'économie qui dit c'est une très très bonne idée de faire une monnaie unique, mis à part un qu'on qualifie, qui est Mundell, qui était le père de l'euro, mais enfin qui a fait des trucs dans son coin théorique sur les zones monétaires optimales. Mais quelqu'un qui aujourd'hui vous dit oui, c'est très bien en 2015, continuez, je vais vous dire comment faire. Vous n'en trouvez pas. Vous n'en trouvez pas parce que c'est ridicule ou ça vous oblige vraiment à détruire l'idée même de nation, d'essayer de faire leurs espèces de délire européistes de on va faire un grand truc. Oui, faites-le alors. Donc, vous dites aux Allemands, il faut transférer, tombe bien. Et est-ce que vous avez fait pour l'Allemagne de l'Est? Il faut le faire pour la Grèce et le Portugal maintenant. Puis, bonne chance, quoi. Mais s'ils veulent, ça marchera. Hein. Je crains qu'ils ne veulent pas, en fait. Et pour la raison, j'y reviens, excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure. Voilà, pour faire ça, pour faire une monnaie unique, ça oblige à avoir une solidarité extraordinaire. Bien sûr. La génération qui fait ça, c'est la génération la plus égoïste de l'histoire, en fait. L'histoire contemporaine, allez, j'en sais rien. Bon, enfin, mon avis, on va pas être très loin de l'histoire tout court. Hein, vous n'avez pas une radio sans qu'on vous dise paye trop d'impôts, paye trop d'impôts, paye trop d'impôts. Enfin, si déjà on paye trop d'impôts, vous estimez pour les Français, vous n'allez pas en payer plus pour aider les Grecs et les Portugais. Voilà, vous foutez de ma gueule. Et on voit que c'est ce qui se passe. On voit que le joli. J'aime bien tous les propos qu'il y a eu là depuis un mois et demi sur la Grèce. Alors non, on a vachement aidé la Grèce. Alors ça, c'est sûr qu'on leur a donné des milliards, donc en bonne partie, qui ont quand même servi la Grèce à payer une partie de ses dettes et à revenir à faire en sorte que le système financier ne s'écroule pas. Hein. Mais l'aide qu'on a fait, c'est des prêts. Moi, quand je vois un SDF, je lui dis pas tiens, je te file 50 €, tu me le rends la semaine prochaine. Parce que certes, je l'aurais un peu aidé, mais enfin, c'est pas lourd comme aide, hein, quand même. C'est vraiment pas lourd. L'aide, c'est je te laisse les 50 €. Bon, si on nous dit que c'est drôlement important, que c'est le chantier du millénaire, que sinon c'est la guerre et tout, l'euro, vous dites aux gens cette année, tiens, c'est en double impôt sur le revenu, c'est à peu près ce que ça coûte la facture grecque si on veut le faire proprement. Enfin, voilà votre facture de l'euro, mais je pense que vous êtes tous d'accord parce que ça vous permet d'avoir la Grèce dans l'euro. Ça vaut le coup quand même, à ce prix-là. On aurait pu prendre le Mali aussi, hein, peut-être moins cher encore. Ça coûte vraiment cher. Donc voilà, c'est un délire entre une espèce comme ça, mais c'est vraiment, je trouve, très, très, très révélateur de notre société, comme ça. On n'arrive pas à faire des choses simples. Les mecs, ils s'imaginent qu'on va faire le projet du millénaire, quoi, d'aller faire une monnaie unique, puis en plus, on n'a même pas les moyens de sortir un tant soit peu. Le budget, il le baisse en ce moment. Ça fait 2-3 ans, le budget européen à 5 ans, ils veulent baisser les budgets, alors qu'il faudrait monter par 10 pour commencer à ce que ça marche. Donc c'est une espèce je ne sais pas comment dire, de schizophrénie, quoi, à vouloir blanc, à vouloir noir, à vouloir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, la fille de la crémière, enfin là, c'est la totale. Est-ce que finalement vous voyez la Grèce sortir de la zone euro? Alors pour finir, oui, sur mon long propos, quand j'ai fait parce que là, Syriza propose quand même de revenir au SMIC de niveau 2011, de réembaucher des fonctionnaires. De l'autre côté, il y a la Troïka qui respecte le pacte qu'ils ont passé avec le gouvernement précédent. Comment, à votre avis, ça va se terminer cette histoire? Oui, donc j'avais fini l'histoire grecque. Donc à cause de l'euro, en effet, ils se sont surendettés. Puis ils arrivaient au moment où, voilà, c'est clair qu'ils peuvent pas payer. Donc elle ne pouvait pas rembourser ses créanciers privés. Donc elle a fait défaut sur une grosse partie de sa dette, mais malgré tout, comme les créanciers, c'était aussi ses banques, il y avait des gros problèmes de la Grèce, et donc à ce moment-là, le reste de l'Europe a prêté quand même 250 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme délirante, pour permettre à la Grèce de se remettre un peu à flot. Et on est dans la situation maintenant où on se rend compte qu'elle ne peut pas rembourser les 250 milliards. Alors, c'est là où les choses deviennent vraiment intéressantes, hein, et où on va commencer à approcher la vérité de la situation et où les masques vont un peu tomber pour voir quelle est la réalité des volontés des uns et des autres derrière les mots. Vous pouvez... je vous rappelle aussi que dans le plan d'aide à la Grèce, elle ne nous rembourse pas. Donc elle est censée nous rembourser plus tard. Et en plus, les intérêts qu'elle nous doit sur ces sommes qu'on a prêtées, elle ne nous les paye pas pour le moment. Mais à la fin, d'ici 2020, elle est censée évidemment nous payer des intérêts sur ce qu'on lui a prêté et en plus nous rembourser les intérêts de ce qu'elle n'a pas payé dans la période. Pour vous dire, c'est vraiment une aide, attention, hein, c'est l'aide qui au final doit coûter 0 dans les comptes. Alors, il y a quand même, on ne dit pas, peu de gens disent quand même qu'une grosse partie de cet argent qui a été prêté à la Grèce n'a jamais été à la Grèce, elle est allée aux banques qui ont prêté à la Grèce.
Oui, après c'est fini. Oui, de toute façon, au grec de base, ça ne vous inquiétez pas. De toute façon, il ne va pas lui arriver. Il va pas beaucoup d'argent qui ne va pas lui arriver. Ça va être très très léger. Bon, ben. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à la rigueur, quand on comprend qu'on a prêté autant d'argent, il ne peut pas rembourser. Alors après, il n'y a pas 50 solutions possibles. Bon, soit vous dites vraiment, tu me rembourses. Et puis elle ne peut pas. Donc là, au bout d'un moment, ça va clasher. Puis elle va dire, bon, ben, je m'en vais, puis je ne te rembourse pas. Puis tu as perdu l'argent, en fait, Coco. Ce qui n'est pas terrible, hein, parce que la perte à 250 milliards, on dit rapport au PIB, c'est pas grand-chose, non, mais enfin, ça fait quand même vachement beaucoup d'argent. Après, vous pouvez dire aussi, si vous n'êtes pas trop bête, bon, de toute façon, l'argent est perdu. Il est perdu, cet argent. Vous ne le récupérez pas. Bah, vous pouvez dire, alors, ce que je vais faire semblant d'y croire. Puis il suffit de dire à la Grèce, bon, bah, remboursez-nous en 2080, hein, et puis on verra. Donc je garde ma créance, mes 250 milliards, je les mets au coffre, et puis c'est important, parce que dans ce cas-là, évidemment, la Grèce ne vous rembourse pas plus qu'avant. Et vous faites semblant de croire que vous avez une créance qui vaut quelque chose. Donc, autrement dit, vous gardez une espèce de confiance dans le système et vous ne constatez pas la perte. Vous ne constatez pas la perte. Donc, évidemment, c'est une façon de s'en sortir. Si on n'est pas courageux, parce qu'évidemment, il pourrait dire aussi, bon, bah, effectivement, la Grèce, vous restez dans la zone euro, vous ne remboursez pas parce que vous ne pouvez pas, mais nous, l'euro, c'est important, et puis on est des gens, vraiment, la solidarité, vraiment, ça nous travaille au corps, donc bah, les 250 milliards, on va les prendre, en fait, et puis vous pouvez dire aussi, voilà, vous pouvez faire semblant qu'un jour elle remboursera, et puis vous faites durer votre système, ce serait une façon de sortir de la crise, hein, qui n'est pas la plus courageuse, mais après tout, bon, si je me mets à la place de ces... des eurocrates, c'est une façon de faire continuer votre système de Ponzi encore un peu plus longtemps. Donc ce serait une façon de s'en sortir, on aurait pu faire ça en fait. Mais on voit qu'on ne veut pas le faire. Après, les Allemands vous disent, oui, ces Allemands sont rigides, ce qui est vrai. Mais enfin, à contrario, aussi, bien évidemment, quand vous faites ça, vous risquez fort d'avoir l'Italie et l'Espagne qui vont venir vous dire, excusez-nous, parce que nous aussi, on pourrait vous rembourser si ça ne vous dérange pas trop en 2080 en fait. Et donc vous allez avoir une contagion. Évidemment, ça ne pouvez pas le supporter parce que ça, les pertes sont plus de 150 milliards, mais enfin, au final, on ne sera pas loin d'un zéro de plus quand même. Et puis malgré tout, dans ce système-là, il faut qu'il rentre un petit peu d'argent pour faire semblant. Oui, c'est ça, oui. Dans la confiance. N'est-ce pas ? Voilà, parce que c'est un peu l'histoire du gars qui est en surendettement, oui. Et puis il devrait 100 000 euros, mais il rembourse 15 euros par mois. Oui, donc, c'est ça. Non, voilà. mais vous avez tout à fait compris. C'est exactement ça, c'est un surendetté, et puis après, bon, au bout d'un moment, qu'est-ce que vous faites avec le surendetté ? Et le métier du banquier, normalement, consiste à couper, au bout d'un moment, dire j'arrête, et puis je prends ma perte, quoi. C'est ça le métier du banquier. Sauf qu'ici, on ne peut pas la prendre, la perte, parce qu'elle est trop forte, et en plus, il n'accepte pas politiquement. Mais donc on voit qu'on est quelque part en termes de un peu de théorie des jeux, ou en tout cas de stratégie de négociation, qui est assez étonnante, parce que si elle se met en défaut, il y a tout qui pète, donc on ne veut pas qu'elle soit en défaut, donc il suffirait de dire tu nous rembourses plus tard, puis oui, mais nous rembourser plus tard, les autres vont me dire pareil, puis s'ils me disent pareil, ça pète le truc, donc je ne vais pas l'autoriser à rentrer dans le jeu, donc ça va péter tout de suite en fait. Oui, parce que de toute façon, le système est destiné un jour ou l'autre à exploser, donc évidemment, vous n'avez pas de stratégie logique sur cette situation. D'ailleurs, Varoufakis, je crois, est un spécialiste de la théorie. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Donc c'est assez intéressant, même si voilà, je ne sais pas quel est le vrai jeu des uns et des autres. Mais ce qui est intéressant aussi, et c'est le dernier point avant de faire une petite conclusion sur la Grèce, c'est quel est le jeu de l'Allemagne derrière. Parce que les Allemands, pour le moment, l'euro, ça a été optimal pour eux. Évidemment, c'est le plus gros, c'est pratiquement les seuls bénéficiaires d'ailleurs de l'euro au niveau de leur économie. Donc c'est optimal, mais c'est pas durable. S'ils ont dessous de bon sens, et je pense qu'ils en ont, ils ont compris qu'au bout d'un moment, voilà, leur petit truc c'est sympa. En fait, je sais pas moi, ils vont au self-service, ils mangent et puis ils payent pas. Quoi. Donc c'est bien comme truc. Hein. Mais il y a un moment, ils disent bon, t'arrêtes et puis tu payes en fait. Finalement, celle qui aurait le plus intérêt à sortir de l'euro, c'est l'Allemagne. Finalement. Oui ou non. Elle a pris la grosse part ou du non, gâteau, ça dépend. Maintenant, oui, mais après vous êtes un jeu, vous savez pas, vous pouvez toujours dire si ça dure un an de plus, j'en profite un an de plus. Oui, c'est toujours en termes de psychologie sociale très intéressant. Mais on pourrait dire qu'actuellement, théoriquement, finalement, le pays qui aurait le plus intérêt à sortir de l'euro, ça serait finalement l'Allemagne. Mais ça dépend ce que vous appelez intérêt et pas intérêt. De toute façon, quand vous sortez de l'euro, ça se passera mal puisque ce sera la conséquence de la connerie que vous avez faite de faire une monnaie unique. Mais simplement, voilà, vous prenez une petite baffe à la sortie et puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, normalement, votre économie va redémarrer à sa bonne parité. C'est quand même une vraie bouffée d'oxygène. Notamment, ce qui peut arriver de mieux à la Grèce, c'est d'avoir une drachme à un demi-euro.
Bon, j'exagère un peu, c'est un peu plus qu'un demi-euro la vraie parité, mais vous vous rendez bien compte que ça veut dire que la semaine en Grèce va passer de 600 € à 300 € pour vous, donc ça va booster son tourisme à la Grèce. Enfin, c'est sûr. 100 000 d'olive, elle va coûter 2 fois moins cher pour vous l'exporter. Donc c'est ça qui relance une économie derrière, donc c'est vraiment important, mais malheureusement vous avez greffé derrière dessus aussi pour la Grèce un côté symbole, et en tout cas pour la Grèce c'est aussi un symbole d'appartenance. Enfin, de la sortie du tiers-monde, quoi, j'exagère à peine pour eux. Donc, effectivement, vous avez encore une bonne partie de la population, une vaste majorité de la population qui ne veut pas quitter l'euro. Et vous voyez cette pauvre Grèce avec ses pieds taille 46, dans des chaussures, dans des sabots taille 41, qui se roule par terre parce qu'elle a mal et qui ne veut pas enlever les sabots. Alors vous dites, bon, bah, la gangrène va enlever le sabot, au bout d'un moment ça finit comme ça, faut pas rêver. Mais c'est assez triste, parce que l'intelligence aurait consisté quand même à enlever le sabot. On ne sait pas trop ce que va faire la Grèce en l'espèce. Et pour finir sur l'Allemagne, si l'Allemagne comprend que ça ne va pas durer très longtemps, elle peut avoir intérêt à déclencher la crise pour en sortir. Parce qu'évidemment, l'Allemagne ne voulant pas payer et ne pouvant pas payer, il n'y a pas de raison qu'elle paye. Enfin, est-ce que nous, on accepterait de payer des sommes folles pour d'autres pays? Enfin, on voit bien que non. Donc elle pourrait dire, enfin en théorie elle pourrait dire ça, en pratique elle ne peut pas le dire, parce qu'évidemment quand vous êtes l'Allemagne, après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, vous ne cassez pas l'euro en fait. Ou en tout cas quand ça arrive, vous dites ah ouais, c'est la faute des Grecs. Donc évidemment l'idée de trouver un bouc émissaire dans l'histoire, et en cas de grave problème monétaire, si l'Allemagne ne veut pas garder l'euro, il ne peut pas y avoir plus belle affaire que la Grèce pour casser le truc et dire oh, c'est la faute des Grecs, ils avaient promis, ils n'ont rien fait, blablabla, c'est pas ma faute, j'arrête. Mais je ne sais pas quelle est leur vraie stratégie, puis elle est compliquée, ils sont tiraillés, j'imagine. Mais on verra. Si on les sent très durs pendant très longtemps et que le jeu casse, on pourra dire aussi, tiens, c'était aussi que l'Allemagne finalement ne voulait pas la monnaie, parce que si on en veut, il suffit de dire, vous nous rembourserez plus tard. Un peu de souplesse, ça permet d'en sortir. On voit très bien que tout de même Syriza a mis de l'eau dans son vin, et quand on regarde leurs demandes, elles ne sont pas délirantes non plus. Ce n'est pas le problème du Parti communiste non plus qui demande. Mais bon, pour le moment, l'Allemagne a dit non à tout. Moi, je regarde et je me dis, tiens, c'est vrai que les Allemands, ils n'ont pas l'air de vouloir vachement conserver l'euro. Là, on en est dans une phase où, en ce jour, on n'a pas encore les demandes finales de la Grèce. Bon, pour le moment, la Grèce a sorti un peu le pavillon, le drapeau blanc en disant, bon, pouce, donnez-moi de l'argent pour 4 mois et puis je me remets un peu sous vos fourches semi-codines. Bon, en tout cas, je vais vous faire des propositions. Je ne sais pas si les propositions seront acceptables et acceptées. On peut penser, si on en est arrivé là, sans doute. Et que Syriza, en effet, a fait un peu marche arrière. Mais marche arrière, pourquoi? Et c'est encore tôt pour le dire. S'ils se sont rendus compte que ça ne passe pas et que quelque part ça cassera, peut-être la position de Varoufakis en ce moment, il est assez logique de dire je vais essayer de prendre 4 mois de plus pour préparer une sortie de l'euro, parce que ça ne se fait pas non plus. Les gens disent ouais, mais le gars, il n'a pas tout cassé. Oui, enfin, pas tout cassé. C'est-à-dire que le système est en faillite la semaine prochaine, quoi. Donc ça se prépare. Hein. C'est bien d'avoir des billets imprimés, par exemple. Ça ne se fait pas non plus en 2 minutes. De négocier une aide avec la Russie. Ou de négocier une aide avec la Russie, avec la Chine, avec les BRICS, je ne sais quoi. Donc on voit que finalement, avoir du temps, même dans l'hypothèse de casse, c'est pas stupide. Donc c'est encore un peu tôt pour savoir si jusqu'où ils ont capitulé. Maintenant, si dans 4 mois, on voit que, parce qu'à mon avis, évidemment, l'Europe ne fera pas beaucoup plus n'aura pas plus de souplesse, et qu'on voit les Grecs accepter ça, et donc accepter finalement ce qu'ils avaient à peu près avant Syriza. On aurait mis un cosmétique de ci, un cosmétique de là, mais enfin, de toute façon, il n'y a pas de changements colossaux. On pourra dire qu'ils ont capitulé. Si ça foire dans 4 mois, on pourra dire tiens, ils s'étaient donné sans doute un peu plus de temps. Mais je répète, tout ça est très compliqué parce qu'on ne sait pas des stratégies cachées des acteurs, évidemment, dans ce genre de situation. Je ne sais pas ce que veut vraiment l'Allemagne, je ne sais pas ce que veut vraiment Syriza. Bon, encore quelques mois pour y voir plus clair.